le mettre en perspective aussi entrepreneuriale, l'allègement que ça peut nous faire de devenir un Québec indépendant, un Québec souverain. Donc ça, je veux vraiment pas qu'on l'oublie parce que ça reste dans l'ADN du parti. Nous, ce qu'on dit au Parti québécois, c'est que pour l'ensemble des PME, on veut réduire le fardeau de façon plus équitable. On n'est vraiment pas dans une culture de soustraction. Ouais. Depuis la transformation numérique, on a été incapable de soustraire des processus. Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle entrevue politique, à saveur politique pendant l'été, dans l'objectif de sortir les éléments électoraux et préélectoraux également des partis politiques, surtout sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai Anne Nguyen. Allô. Bien, merci de me recevoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Fait que la séquence des entrevues, comme vous avez vu peut-être dans le passé, peut-être que c'est la première que vous verrez, peut-être que c'est la dernière, mais à chaque fois, c'est l'objectif de présenter ce que les partis ont à dire. Et comme dans chaque entrevue, c'est découpé en blocs. Fait que je vais commencer par un premier bloc, puis ensuite passer aux autres de façon très linéaire. Fait que écrivez-moi en commentaire si jamais il y a des choses que vous voulez préciser, mais l'entrevue va être déjà faite, fait que vous ne pourrez rien faire. Donc, Anne, oui. Commençons par le vif du sujet. C'est le sujet qui est peut-être, je veux tout de suite l'éviter, parce que c'est un sujet qui est des fois très, comment je pourrais dire, dans l'écosystème québécois, dans l'univers du Québec, c'est un sujet qui est difficile à adresser, mais qui fait partie quand même d'une grande réalité des entrepreneurs, c'est l'immigration. Oui. L'immigration, mais aussi disons, la réputation du Québec à l'étranger qui a été ternie par 8 ans de décisions, des fois un peu rapidement faites, notamment on peut penser au programme d'expérience québécois, dans les dernières années, qui ont personnellement, puis pour plusieurs entrepreneurs, terni la réputation du Québec à l'étranger. Fait que je te pose la question d'emblée. De votre côté, le Parti québécois, comment vous voyez l'impact des immigrants auprès de l'entrepreneuriat au Québec? D'abord, Guillaume, merci de me recevoir. Oui, j'adore cette initiative-là parce que je pense que ça va donner une clarté aussi à tous les gens qui vont écouter pour prendre des décisions. T'sais, lorsqu'on est dans une campagne, les choses vont tellement rapidement, mais parfois, toi, tu t'es mis de l'autre côté, tu t'es mis du côté de l'électeur pour dire « Hey, moi, je suis un électeur entrepreneur, j'ai envie de me poser avec les bonnes questions, donc je te remercie de le faire. » Je te remercie aussi de tirer le bandage aussi rapidement sur la question d'immigration. Mais moi, j'aimerais ça tourner ça un petit peu différent parce que tu as parti avec une prémisse quand même qui est assez sévère, puis je peux comprendre pourquoi. Par contre, j'aimerais ramener que le Québec est déjà l'endroit où est-ce qu'on accueille le plus de gens, même après le Canada. Alors, je serais quand même prudente avant de dire que notre réputation est complètement ternie puis qu'on a besoin de redorer notre image pour devenir une destination attrayante. Puis tu le vois, moi, je suis avec toi, les gens me voient. Je suis issue d'une famille d'immigrants et une famille d'entrepreneurs. Et je te dirais qu'une de nos grandes fiertés, c'est d'avoir des entreprises, on dit québécoises. Puis, tu sais, la réputation du Québec, moi, je veux qu'elle se mesure pas avec la quantité de personnes qu'on accueille, mais vraiment la façon, la qualité qu'on accueille les gens ici envers la réussite du parcours lorsqu'ils choisissent le Québec. Puis, ça fait en sorte que leur intégration dans la société puis dans la culture québécoise se fait de façon hyper fluide. Tu sais, si tu fermes tes yeux, tu sais même pas que je suis issue d'une famille immigrante parce que j'ai toutes les... Puis, je parle même pas de mon accent québécois, je parle vraiment de ma façon, ma posture. Il y a une posture québécoise dans notre culture qui fait en sorte que tu es pleinement intégré. Puis en ce moment, au Québec, il y a quand même plus que 500 000 immigrants, mais immigrants temporaires. Donc, par rapport à la temporalité lorsqu'on est immigrant, mais ça touche un point névralgique quand même. C'est que lorsque tu choisis un milieu où tu veux te développer. Par exemple, tu es un étudiant en génie, tu es une chercheure en IA, tu es un fondateur, une fondatrice d'une start-up. Mais c'est des gens qui choisissent un endroit pour 3 raisons. La première, c'est la qualité de la formation. Qualité de la formation, la vitalité de l'écosystème, puis ensuite la certitude qu'ils vont pouvoir bâtir leur vie. Donc, on s'entend que sur les 2 premiers, donc la qualité de la formation, les universités, les cégeps, même les centres de transfert technologique, l'écosystème est extraordinaire en termes de formation, même de formation continue et de requalification des travailleurs. Donc là-dessus, je pense qu'on a un très haut pointage. Par la suite, la vitalité de l'écosystème.
On est au Startup Fest aujourd'hui, là, exactement. Puis, on est en plein mois de juillet et l'écosystème est rempli. Donc, imaginez lorsque c'est septembre, imaginez lorsque c'est novembre, lorsque c'est le mois de mars, lorsque les gens sortent les idées et veulent les encapsuler et pouvoir les vendre. Donc, la vitalité, elle est complètement là. Mais sur le troisième, c'est vrai qu'on a quand même des démarches à faire pour améliorer la vitalité, tu sais, dans le sens, est-ce que je suis capable de faire ma vie ici? Est-ce que je suis capable de la bâtir ici? Ouais. Mais pour bâtir une vie, bien, il faut quand même que les personnes viennent ici avec l'intention d'adopter la culture québécoise. Ça, c'est important. Puis, tu sais, s'intégrer, c'est aussi réussir à trouver un parcours qui te permet d'apprendre le français. Parce qu'on opère quand même de façon administrative en français. Notre histoire culturelle se passe en français. Puis même l'UNESCO le dit, c'est quand une langue meurt, mais c'est toute une histoire puis toute une culture qui meurt. Donc, c'est important de faire vivre le français à un certain égard. Il faut aussi que les personnes aient un toit où vivre. Tu sais, on parle de pénurie de logement. La crise du logement, absolument. Exactement. Donc, les gens, lorsqu'ils viennent, bien, pour bâtir une vie, bien, ils ont besoin d'un toit. Puis non seulement ils ont besoin d'un toit, mais ces personnes-là ont besoin des services adéquats. Donc, tu ne changes pas de pays pour bâtir une entreprise, puis finalement, le système d'éducation ne suit pas, le système de santé ne suit pas. Donc, pour bâtir une vie, bien, il y a ces différentes prémices-là. Puis, tu sais, il y a d'autres volets aussi qui rendraient l'exercice de choisir le Québec de façon plus viable, parce que justement, on veut que ce soit prévisible. Est-ce que je suis capable de savoir dès la journée 1 de mon choix si c'est possible d'être là pour 5, 10, 15 ans? Mais tu vois, ça, c'est la question sur laquelle je pense qu'on devrait approfondir. Parce que la question de prévisibilité, je parlais du programme d'expérience québécoise, c'est ça qui a créé un peu un bris dans le choix qui est fait. Parce que je suis d'accord avec toi, ça reste quand même que le Québec est vraiment beaucoup choisi par les immigrants pour s'établir à travers le Canada. Pour toutes les raisons que tu as expliquées, je ne pourrais pas être en contraire avec toi, je suis d'accord. Le défi, c'est justement cette prévisibilité-là. Puis quand tu es entrepreneur, ben tu en as besoin de cette prévisibilité-là parce que, je veux dire, premièrement, les intentions entrepreneuriales des immigrants sont plus élevées que les Québécois. Oui. Déjà, en partant, c'est la première chose. Fait il y a plein de gens qui viennent ici avec des idées d'entreprise qu'ils veulent combler, aussi parce que c'est des nécessités. On s'entend, quand tu t'établis dans un nouveau marché ou un nouveau pays, tu penses avoir un emploi dans le secteur qui t'occupait. Ça se peut que tu arrives ici, tu as un choc de te rendre compte finalement qu'il n'y a pas d'emploi pour toi et que tu décides de te lancer en entreprise. Oui. Mais dans cette qualité-là, souvent, la qualification des gens ne fit pas. Puis l'autre élément que je voudrais t'amener, peut-être que tu pourrais répondre, c'est au niveau des étudiants. Oui. OK? Les universités bénéficient du fait que ça coûte plus cher pour un étranger, les frais de scolarité, qu'un Québécois. Puis en ce moment, les freins qu'on met à l'immigration, qu'on le veuille ou non, c'est la réputation qui a donné un signal. Puis souvent même, c'est des étudiants français qui venaient quand même ici beaucoup au Québec, qui se mettent à se dire, ça vaut-tu encore la peine d'y aller? Fait que, moi, ma question aussi par rapport aux étudiants étrangers, c'est qu'est-ce qui est prévu à votre plateforme pour s'assurer qu'on continue d'avoir un même volume d'étudiants étrangers parce que les universités le crient. Ils disent on n'en a plus, autant des chercheurs que des étudiants. Puis aussi même voir, est-ce qu'il y a une façon de pouvoir, parce que l'on parle d'entrepreneuriat également, faciliter le parcours des étudiants étrangers à devenir entrepreneurs en étant soit aux affaires pendant qu'ils sont aux études ou même justement permettre de lancer une entreprise après plutôt que de rester aux études indéfiniment? Oui, c'est une excellente question. Puis je pense que dans le monde propulsé par l'intelligence artificielle, elle est encore beaucoup plus large que celle-là parce qu'il y a déjà des étudiants qui sont sur les bancs d'école, ils se demandent à la fin de mon bac, est-ce que je vais avoir un emploi? Parce que l'IA touche tous les secteurs, que ce soit la démocratie, l'art et la culture, l'environnement, le travail. Donc, que ce soit du travail en sciences pures, que ce soit du travail en sciences humaine, tout est affecté aujourd'hui. Donc, ta question, je trouve qu'elle touche plusieurs niveaux différents. Quant à la plateforme, lorsqu'on regarde bien le programme du Parti québécois, on mise beaucoup sur la qualité. Oui, la qualité du choix. La qualité du choix, le pourquoi du choix et le continuum économique aussi. Okay. Le continuum économique, c'est de pouvoir naître, d'être dans ton berceau, puis de finalement vivre toute ta vie dans un continuum économique qui est sain. Et un continuum économique qui est sain, c'est diminuer aussi le nombre de bureaucratie. Absolument. La bureaucratie en ce moment-là, c'est le nerf de la guerre pour plusieurs programmes. Parce qu'en ce moment, l'État a été gonflé de 24 % quand la population a augmenté seulement de 9 %. Donc, tu parlais tout à l'heure, oui, des universités, mais moi, je vais l'amener de façon plus sociétale. C'est qu'en ce moment, pour opérer tous ces programmes,
mais il faut des gens pour opérer les programmes. Donc, il y a de moins en moins d'argent à proximité de où on devrait l'utiliser. Donc, on ne maximise pas les dollars. Ouais. On ne maximise pas le dollar auprès des entrepreneurs. On ne maximise pas le dollar auprès des étudiants. On ne maximise pas les dollars auprès des gens qu'on accueille à travers l'immigration. Parce qu'on a une fonction publique qui est trop bonne. Exactement. Puis l'autre volet au niveau des universités, c'est qu'à travers ces dernières années, les universités ont commencé à se faire financer à la tête d'étudiants versus à la mission. Et ça change énormément dans la compétitivité et dans le nombre de programmes qui est mis disponible. Puis ça, je pense que c'est une réflexion en soi, qui ne peut pas être répondue aussi rapidement. Qui n'est pas adressée spécifiquement dans la plateforme du Parti québécois. Je pense effectivement ça prend, puis il y en a qui réclament des états généraux sur la fonction des universités de l'enseignement supérieur. Tu as parlé de programme, je veux juste amener là avant qu'on passe à un autre élément. Tu connais peut-être le programme des entrepreneurs. Oui. C'est un programme facilitant que si une personne est acceptée avec un programme d'accélération, d'incubation, on peut s'installer au Québec, lancer son entreprise. Tu es bien au courant aussi probablement qu'il y avait un volet anglophone qui a été complètement sabré par la CAQ. Que je comprends, probablement que le Parti québécois ne viendra pas remettre de l'avant. Puis, c'est avec justesse, c'est votre ligne de parti, vous voulez vraiment valoriser le fait français, ce que je respecte tout à fait. Mais il ne faut pas négliger le fait que, quand même, dans les 10 dernières années, je pense qu'il y a nettement plus de volume de start-up, d'entreprises qui ont été créées par des Québécois, immigrants, anglophones, que des francophones. Je ne veux pas t'emmener sur un terrain glissant, mais je vais poser la question, est-ce que le programme des entrepreneurs risque d'être valorisé par le Parti québécois? Moi, je ne peux pas m'avancer sur ce programme-là. Par contre, je vais te donner une perspective. Absolument. Moi, je fais partie de l'écosystème, ça fait très longtemps. Absolument, oui. Puis, selon les statistiques, quand même au Québec, on a le plus haut volume de gens qui sont bilingues. Ah, mais c'est clair, donc, absolument. Non seulement on est bilingue, c'est que parfois les gens ont tendance à penser qu'en protégeant le français, c'est qu'on diminue les autres langues, mais c'est faux. Parfois, il faut aussi reconnaître une langue qui est administrative, une langue qui respecte aussi c'est quoi la culture, c'est quoi l'histoire. Donc ça, c'est une chose en particulier d'avoir une langue officielle. Ouais. L'autre volet, par contre, c'est que les gens ne se rendent pas à quel point ici au Québec, on a une richesse. Non seulement on est capable d'opérer en entrepreneuriat au niveau francophone, qui est quand même... un immense marché au mondial, on s'entend, c'est 300 quelques millions. De Dakar à Paris, en passant par Bruxelles, il y a tellement un grand marché. Donc, non seulement on ratisse le marché anglophone, parce qu'on est capable d'opérer en anglais, mais on ratisse en plus le marché francophone. Absolument. Donc, moi, je pense qu'il faut changer cette perspective-là en disant, hey, on est en train de se fermer la porte aux entreprises anglophones. C'est faux parce qu'on les accueille et on est capable non seulement de les aider à opérer dans un autre portefeuille complet qui n'aurait pas pu opérer en français. Intéressant. Bien, ça répond tentativement à la question, mais le programme des entrepreneurs, au pire, je trouverai une façon de faire du lobby dans un prochain gouvernement du Parti québécois. Pour le bloc, je trouve immigrants entrepreneurs, je pense qu'on a fait le tour de la question, à moins qu'il y aurait peut-être des éléments que tu voudrais mentionner. Moi, j'ai le guide d'entrevue dans ma tête. J'ai pas les feuilles devant moi. Si jamais j'ai des questions qui n'ont pas été posées et qu'il y a des choses que tu voudrais adresser, n'hésite pas. Mais je t'amènerai sinon sur le deuxième volet qui risque de toucher quand même certains éléments qu'on a touchés dans le premier, c'est-à-dire la création d'entreprise. Oui. Le défi le plus saillant, disons, pour les gens qui se lancent en entrepreneuriat, c'est le principe que c'est pas rationnel. En date d'aujourd'hui, de se lancer en entrepreneuriat, il y a des frais assez importants de 10 à 15 000 $ pour te lancer. Je veux dire que ce soit frais d'avocat, incorporation, comptable, toute la patente. Puis, quand tu es dans un milieu même de start-up, plus précisément, mais le 15 000 $, ça se peut que tu ne l'aies pas dans tes poches. Fait que nécessairement, tu vas chercher ce qu'on appelle en anglais « Friends, Family Info », les gens autour de toi pour être capable de livrer un peu de capital. On est dans une famille d'entrepreneurs. Oui, c'est ça. Tu sais c'est quoi? Exactement. Ça reste quand même, je pense que si on veut, puis là encore, je fais une petite parenthèse, les chiffres depuis les 20 dernières années au niveau de la création d'entreprises est en diminution drastique. Oui. Même si, quand tu regardes, selon l'indice entrepreneur québécois, le dernier 2024, l'intention entrepreneuriale n'a jamais été si élevée. Fait que, qu'est-ce qui est prévu au Parti québécois, encore une fois, si vous avez quelque chose dans cette mesure-là, pour peut-être amener une impulsion supplémentaire puis défaire le risque inhérent aux fortunes personnelles de se lancer en entrepreneuriat?
prêts, financements, etc. Y a-t-il des choses prévues à ce niveau-là? Oui. Mais c'est une bonne question. Ta prémisse me fait vraiment rire parce que tu parles de l'entrepreneuriat puis partir une start-up comme un acte très rationnel. Mais irrationnel. Oui, mais c'est plutôt irrationnel. Oui, c'est ça. Je pense que tu as une idée que tu veux mettre en place et tu prends énormément de risques. Absolument. Ben oui, c'est vraiment, selon moi, un acte de foi. Oui. Puis c'est sûr que lorsque tu fais un acte de foi comme ça, tu t'attends à ce que la machine te suive et qu'il y ait un parcours pour toi et non que toi, tu aies à t'adapter. Puis je sais, justement, en entrepreneuriat, parfois tu as une idée puis tu dis c'est maintenant ou jamais parce que cette idée-là va se volatiliser, surtout dans un monde technologique où plein d'idées sont immatérielles. Ouais. Donc là, tu veux pas qu'elles s'effacent, elles s'évaporent, donc je peux comprendre. Tu laisses ton salaire qui est stable, tu hypothèques une marge de crédit personnel, puis tu n'as même pas encore le fin détail de ton idée, puis tu n'as même pas encore de clients. Mais nous, de notre côté, le Parti québécois, ça a tout le temps été très clair qu'on veut amincir la bureaucratie. Okay. J'en ai parlé tout à l'heure, et ça a l'air d'un acte hyper... c'est donc bien plate comme ligne de parti, amincir. Non, mais je peux dire que ça l'intéresse beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas plate. On n'est vraiment pas dans une culture de soustraction. Ouais. Depuis la transformation numérique, on a été incapable de soustraire des processus. On en a rajouté. On en a rajouté. Non seulement on a voulu enlever le papier par des systèmes d'information, on a cumulé tout le papier, on a cumulé tous les systèmes d'information, puis parfois on se met des post-it sur nos écrans d'ordi pour se souvenir qu'est-ce qu'il y a dans nos ordinateurs. Donc, la culture de soustraction devrait être dans une belle transformation d'un État, une culture qui te dit qu'est-ce que je suis capable d'alléger comme processus pour pouvoir avancer vers une bonne gestion de la donnée, parce qu'une donnée qui est interopérable permettrait à un entrepreneur de remplir sa première paperasse, qu'elle suive justement à travers son évolution. Puis finalement, peut-être que l'État va être capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider l'entreprise à aller encore plus loin dans le futur. Donc, partons de la culture de soustraction qui veut simplifier et réduire comme le fardeau de l'incorporation. Puis, à ce mesure-là, probablement réduire les coûts de lancement, finalement. Oui, parce qu'on est dans un monde technologique. Ce n'est pas supposé de coûter aussi cher d'incorporer. Avant, on faisait l'incorporation, c'était des gens physiques qui bougeaient le papier, qui remplissaient, qui faisaient le contrôle qualité, mais il y a déjà une portion qui est déjà prise, numérisée. Donc déjà, simplifier ce fardeau-là dans les corporations va aider. Puis, on ne veut pas non plus qu'une bonne idée meure avant de naître, donc c'est vraiment l'objectif. Garder l'impulsion entrepreneuriale, il faut que ça soit freiné par les bloquants administratifs. Exactement. C'est peut-être une des raisons qui explique justement cette diminution d'intention, diminution finalement du lancement d'entreprise versus l'intention entrepreneuriale. Bien, moi, j'ai lancé mon entreprise, puis la quantité de paperasse, on est déjà 2 ans plus tard, puis parfois je reçois un mémo par la poste déjà, par la poste me disant comme il faudrait réinitialiser tel aspect de votre entreprise. Je fais OK, mais ça fait déjà 2 ans. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps avant d'aboutir? Donc, on a compris simplifier la bureaucratie, mais aussi avoir une prévisibilité réglementaire. Un entrepreneur, il ne devrait pas avoir justement besoin d'un avocat à temps plein pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans son dossier. Donc, un accompagnement gouvernemental qui est réel. Pas juste un site web, pas juste une plateforme, mais vraiment des gens qui sont capables de dire voici à telle étape où tu es rendu, puis voici ta prochaine destination. Absolument. Ça, je comprends bien. Je pense que c'est vertueux parce que on s'entend, c'est ça qui va aider les entrepreneurs. Le défi va être dans la réalisation. Oui. Moi, je prends acte, je suis optimiste dans la vie, je prends acte qu'il y a probablement une possibilité que si c'est un parti québécois qui prend le pouvoir, qu'ils vont être capables de changer la donne, ce qu'un parti pendant 8 ans a essayé de faire, qui se disait le parti des entrepreneurs. Peut-être. Écoute, on va se dire que vous allez avoir cette possibilité-là. Mais là, une fois qu'on dit, OK, le lancement d'entreprise est possible, le défi, souvent, c'est les premières années d'opération. Puis pour une start-up, encore une fois, les premières années d'opération, c'est être dans le rouge pendant longtemps. Il y a des entreprises même qui sont rendues à des grands revenus qui sont toujours non profitables. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues justement pour peut-être financer le démarrage, financer les premières étapes du parcours entrepreneurial? Là, tu ne vas pas aimer ma réponse parce que je ne peux pas dévoiler. C'est correct, je comprends très bien. Par contre, ce que je peux dire, c'est au niveau du Parti québécois, il y a quand même un grand ménage dans les subventions qui doit être fait. Absolument. L'aide aux entreprises, parce que oui, le gouvernement sortant, qui est la CAQ, est devenu extrêmement opaque à travers le temps. Puis on a toujours eu l'impression que le financement était assez hasardeux
hasardeux. Lorsqu'on demandait c'était quoi les critères d'accès, c'est très difficile d'avoir une clarté, une ligne Même dans les directrice. études des crédits budgétaires, on n'avait pas de réponse. Donc, tu sais, l'État québécois a eu recours aussi à des prêts qui sont, qu'on dit, pardonnables, mais il y a eu un grand refus de rendre disponibles les conditions de réalisation. Donc, tu sais, cette opacité-là, je pense que c'est une des premières choses on doit travailler. C'est que lorsqu'on devient transparent, on devient un état aussi de confiance pour les gens, que chaque dollar est investi de façon optimale, justement pour créer de la valeur et non de façon hasardeuse. Puis c'est le sentiment qu'on essaye d'aller défaire parce que, tu sais, on veut, au Parti québécois, réduire pour toutes les PME le fardeau fiscal de façon plus uniforme, de façon plus équitable. Donc là, mettons, disons, déjà la réduction d'1% sur le premier 400 000 qui a été annoncé par la première ministre Christine Fréchette. Vous le voyez que ça irait vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire que le fardeau fiscal des PME pourrait être encore plus réduit dans les premières... Mieux réparti okay. À l'ensemble des PME. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, on voit toujours les mêmes entreprises bénéficier des mêmes avantages, de la même aide. Nous, ce qu'on dit au Parti québécois, c'est que pour l'ensemble des PME, on veut réduire le fardeau de façon plus équitable. Absolument. Ce que j'ai lu dans votre livre bleu, notamment, c'est au niveau du Fonds de développement économique, là, qui est un gros levier utilisé par le MLIA, qui a été donné à Investissement Québec pour faire un paquet d'investissements dans des, comme tu l'as dit, probablement bien dit d'ailleurs, tu sais, des compagnies ou des investissements hasardeux. Moi, je prends tout le temps l'analogie de me dire que si le 500 millions qui a été promis à une compagnie, pour la pas la nommer, mais Nordvolt, avait été investi dans 500 startups, la game serait tellement différente parce qu'en 3 ans, entre le moment où il y a eu cet investissement initial par feu ministre Fitzgibbon, il n'est pas décédé, mais il n'est plus ministre. Je veux dire, c'est donc bien dramatique. Il n'est plus ministre, il est encore là. Mais pour moi, c'est ça, c'est de me dire, c'est le non-sens justement des éléments. Là, je suis vraiment dans une ligne éditoriale. Oui. Fait que le Fonds de développement économique pour le Parti québécois, je comprends qu'il va être revu, appelé à être revu. Je ne l'ai pas mentionné, mais je sais que c'est ça. Oui, mais c'est pas juste un montant de financement. Hein. C'est le temps que ça prend pour y accéder au démarrage qui est extrêmement long. C'est la ressource qui est de plus en plus rare, le temps. Là, donc, puis il y a tout le volet réduction de compte aussi. Absolument. Parce que pour avoir accès à 75 000 $, c'est possible que tu aies besoin d'une ressource qui vaut 75 000 pour juste remplir la demande et faire la réduction de compte. Tu es à coup nul, là, tu sais. Exactement. Puis je le vois aussi, moi je représente Prévost, puis dans Prévost, puis partout ailleurs dans les Laurentides, les entrepreneurs perdent énormément de temps, de mois à faire des réductions de compte, lorsqu'ils devraient créer, puis ils devraient encapsuler leur solution, puis ils devraient commercialiser à la place. Là, encore une fois, ce bloc-là sur le début de l'entrepreneuriat, je pense qu'il répond à les 2 enjeux plus principaux, c'est-à-dire comment on donne plus d'impulsion, disons, à faciliter les gens à se lancer, à passer d'un emploi qui est souvent très cher à payer puis prendre du risque à se lancer. Encore une fois, ça fait lien aussi avec les entrepreneurs immigrants qui, en général, ont peut-être moins ce risque-là, considérant qu'ils arrivent ici des fois pas avec une source d'emploi. Puis l'autre point qui est justement comment que l'État québécois peut aider justement à pas subventionner, mais subvenir au pas un besoin. Il y a des idées que je pourrais te faire parvenir, puis peut-être qu'ils seront dans votre plateforme, tant mieux, mais on parle de prêts pardonnables, mais moi personnellement, il y avait des choses qui existaient comme le régime action, qui existait avant, le régime action épargne, qui permettait à des gens de littéralement prendre leur argent puis investir dans des entreprises qui sont en démarrage, au lieu de justement utiliser l'État. Tu parles des petits épargnants qui utilisent ça. Il y a même le regroupement des jeunes chambres de commerce, plus pour le reprenariat, mais ça pourrait également équivaloir pour l'entrepreneuriat, d'utiliser le REER pour être capable de faire comme un RAP, mais pour le reprenariat. Il y a des mesures comme ça. Est-ce qu'il y avait des éléments peut-être plus spécifiques que tu aimerais mentionner qui concernent votre plateforme, votre programme sur cette partie-là du démarrage? On a parlé de bureaucratie, on a parlé de opacité du financement. Il y a des choses qui te resteraient peut-être à mentionner avant qu'on passe à l'autre étape qui est la croissance, qui est une autre étape cruciale. Oui, mais dans le volet, moi j'avais beaucoup plus de choses à dire au niveau de la croissance, mais au niveau de notre empreinte aussi à l'international. C'est comment attirer aussi. Allons là dans ce cas-là, effectivement. Parce qu'effectivement, il y a l'attraction. Je n'ai pas parlé de ça tantôt avec les immigrants, mais effectivement, l'attraction. Fait qu'allons là. Un autre défi qu'on a au niveau des entrepreneurs au Québec, c'est quand ils sont rendus à un certain niveau de croissance. Le défi, c'est qu'on doit
bien entendu, ouvrir les marchés à l'international pour les permettre d'avoir accès à une clientèle. Surtout, mettons, quand tu es dans le software, dans les startups. Ta clientèle au Québec ne sera jamais suffisante pour te permettre une croissance. Ce qui fait que tu n'as pas le choix d'avoir une clientèle qui peut être soit américaine, européenne, asiatique, peu importe, selon le marché que tu vas cibler. Puis ça fait en général même aussi que les investisseurs, des fois, de ces pays-là viennent investir dans ton entreprise parce que d'un coup, la découvrent, puis l'investissement au Québec n'est pas toujours présent. Qu'est-ce qui est prévu au Parti québécois pour justement retenir les entreprises québécoises sur notre territoire? On veut des fleurons comme CGI, Bombardier, etc., mais il y en a des nouvelles qu'on pourrait mettre de l'avant. Mais également ouvrir les marchés internationaux pour les entreprises. Bien, déjà là, la ligne qui ne peut pas être plus claire que ça, c'est le Parti québécois veut détaxer les nouvelles exportations de sorte à stimuler l'ouverture de nouveaux marchés. Okay. Donc, tu sais, une fois c'est dit, il y a quand même toute la mécanique d'attraction qui devient importante. Puis, tu me connais, là, ça fait quelques années, je parle tout le temps de souveraineté numérique. Absolument. Puis la souveraineté numérique, là, c'est une carte maîtresse tellement intéressante. Puis c'est pas un mur, hein. Les gens disent, tu sais, c'est pas un argument de vente, c'est un excellent argument de vente. Il faut, absolument. C'est une start-up qui choisit le Québec pour s'installer, surtout son siège social, il achète aussi une garantie. Ouais. Tu sais, la garantie que ses données restent ici, que sa propriété intellectuelle reste ici, elle est protégée dans un cadre hyper clair. Ouais. Puis on n'est pas à la merci des changements politiques étrangers. Donc, dans un monde où la confiance numérique, elle n'est pas tout à fait là, elle est quand même rare, je trouve que c'est un avantage concurrentiel qui est important. Puis quand je parle d'un cadre comme ça, c'est que tu as une start-up, par exemple, qui vend une solution de main-d'œuvre. Ta donnée peut être répartie de plusieurs façons différentes, justement parce que ta main-d'œuvre peut être diversifiée. Mais tu sais, au Québec, avec la donnée de l'emploi, la donnée de formation, bien, on est capable de créer cet environnement-là où c'est souverain et là, tu peux réellement opérer. Donc, ça, c'est une des conditions. Okay. L'autre, en fait, c'est on doit quand même arrêter de penser juste marché québécois. Puis ça, j'étais heureuse. Je veux que dorénavant, les gens qui s'installent au Québec disent « Hey, je m'installe au Québec, mais c'est pour aller toucher l'international. » Oui. Parce que, oui, c'est un marché… Tu choisis le talent qui est ici, mais tu sais que tu veux aller chercher le marché. Exactement, parce qu'on est capable et on a cette portée-là. Parce que le marché francophone mondial, c'est 300 millions de locuteurs. C'est extrêmement grand. Puis si on est capable, non seulement de façon administrative, de montrer qu'on connaît les lois et dispositions à l'international, bien, une entreprise qui vient au Québec dit au Québec, en français, on est capable de toucher ce marché. Tu trouves un plus gros marché. Tu sais, une compagnie américaine qui installe un deuxième siège social ici, elle se dit mon talent va être francophone, puis là, je m'ouvre un marché francophone, exactement. Je pense que ça je comprends bien. Tu parlais de souveraineté numérique, je t'amène vers cette direction-là. Puis on reviendra ensuite sur le défi que, disons, les investisseurs québécois, peut-être que c'est adressé par le Parti québécois, mais souveraineté numérique. Le Québec devrait être le premier acheteur de toutes les solutions des entreprises québécoises. Je suis d'accord. Pourquoi ça ne l'est pas? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi les organismes publics et l'État québécois n'investissent pas et n'achètent pas les solutions québécoises? Est-ce qu'il y a des solutions que le Parti québécois peut proposer? Honnêtement, ça devrait être ça, là, votre fer de lance. Vraiment. Je vais prendre un peu de recul. Parfait. Pour consommer, pour acheter, pour prendre des décisions, il faut avoir la bonne littératie pour le faire. Oui. C'est très difficile dans un monde technologique, dans un monde propulsé par l'IA, d'avoir une clarté sur la solution que tu vas acheter si tu ne sais pas comment poser les questions. C'est important pour un État de devenir le haut standard de littératie en technologie et en intelligence artificielle. Et malheureusement, les 8 dernières années n'ont pas démontré que l'État avait cette littératie-là. C'est un des aspects pour moi qui sera un cheval de bataille important. Absolument. Parce qu'on a le dossier santé numérique, on a SACLIC. Récemment, on a eu plein d'étudiants qui ont fait des épreuves ministérielles qui étaient incapables d'aller chercher leurs notes. Donc, de la simplicité jusqu'à la complexité. Donc, simplicité dans le sens que je vais juste aller voir une note, à la complexité parce qu'il y a quand même un parcours d'un patient devient quand même complexe à faire. Mais il y a des solutions qui existent. Exactement. On est en 2026 et on est supposé d'être capable. Donc, avant de demander aux citoyens et citoyennes de consommer nos technologies, l'État doit mener par l'exemple en comprenant bien ce dans quoi on a investi. Absolument. Et on doit bien comprendre aussi l'impact qui est recherché. Moi, c'est très rare, puis encore une fois,
l'écosystème en intelligence artificielle puis en technologie me connaît et c'est rare que j'ai du cynisme. C'est sûr, puis tu es au Conseil de l'innovation, dans le rôle que tu as occupé avant d'être lancé en politique, ça faisait partie quand même des grandes missions, tu sais, même du Conseil au niveau de l'IA, tu sais, exactement. au Québec. D'aller sensibiliser, d'aller faire comprendre aux gens que, tu sais, au Québec, quand même, on a 800 entreprises en produits et services en intelligence artificielle. Lorsque j'ai quitté le Conseil de l'innovation pour me lancer dans cette aventure politique, on était justement en train de répertorier le nombre de startups, puis je me suis arrêtée justement avec la brigade IA. Oui, la brigade IA, mais on était rendu à calculer 846 startups en intelligence artificielle. Donc, comment ça se fait qu'on a tout, justement, ces belles idées-là, mais qu'on vit encore des situations comme, justement, tellement de talents qui ne sont pas consommés au Québec. Mais moi, je pense que ça part d'un État qui a un assez haut taux de littératie pour montrer l'exemple. Fait que ça va nécessiter que, disons, il y ait des gens dans la fonction publique qui sont là pour aider d'autres personnes dans la fonction publique à mieux comprendre, finalement. Oui, pour prendre des décisions. Absolument. Il y a une idée, puis peut-être que c'est pas dans la plateforme, puis c'est correct, mais une idée qui avait été émise par Dominique Gagnon lors de dans notre plénière. J'apprécie beaucoup d'ailleurs son franc-parler. Qui a son rôle, justement, qui est assez novateur, d'entrepreneur en résidence à la BDC. Mais si on veut augmenter la littératie des gens de la fonction publique, de mettre un entrepreneur en résidence dans chacun des organismes publics, ou le plus possible, est-ce que ça pourrait faire partie d'une idée du Parti québécois? Puis là, à la limite, prenez-la, partez avec, parlez-en, ça me dérange vraiment pas. Là. Mais comme moi, je trouve que c'est ça que ça prend. Ça prend des entrepreneurs. Puis on avait un excellent exemple avec Hydro-Québec qui avait littéralement parti comme îlot, comme un entrepreneur. Puis finalement, ils l'ont ramené dans Hydro-Québec. C'est bien quand même. Mais honnêtement, c'est ça que ça prend. Oui. Ça prend une mentalité entrepreneuriale. Je vais prendre ce que tu as dit, mais je vais l'élargir. On dirait que c'est ça que je fais tout le temps. Oui, mais c'est correct. C'est ton rôle en même temps. La compétence principale d'un État devrait être l'empathie. Oui. L'empathie pour un entrepreneur, si tu as comme rôle de donner du financement, il faut que tu sois capable de te mettre dans la peau d'un entrepreneur. Ça va faire en sorte que ton processus va être fluide, mais il va respecter aussi la réalité d'un entrepreneur. Absolument. Tu es un État et tu mets en place une technologie pour aider le réseau de la santé. Bien, il faut que tu sois assez empathique pour comprendre comment le réseau de la santé opère ses processus. C'est sûr. Comme ça, tu fais des choix judicieux et non tu fais des choix technologiques. Tu fais des choix pour la mission et le cœur même de métier. La même chose en éducation. Donc, ce que tu as dit comme entrepreneur résident, que je trouve l'idée extraordinaire. C'est pour ça qu'on a des scientifiques en résidence. C'était justement pour montrer c'est quoi le deuxième volet. On devrait avoir des résidences pour tout ou presque pour créer cette empathie-là, pour qu'on ait des processus qui est en adéquation avec la réalité. Parce que c'est ça le défi aussi. Oui, on a, disons, une volonté peut-être que les organismes publics aient cherché des solutions québécoises, mais l'écosystème d'appel d'offres n'est pas facilitant pour des entrepreneurs de pouvoir y adhérer. Encore une fois, tu peux y aller si jamais il y a des éléments qui touchent là-dessus. Puis j'ai mélangé le troisième et le quatrième bloc parce que le quatrième bloc touche là-dessus, mais bon, ça va être moi qui vais avoir de la difficulté à faire mon montage ensuite. Mais vous pourrez écouter dans l'ensemble. Je vous invite à écouter l'ensemble au complet dans tous les cas. Est-ce qu'il y a des choses par rapport aux appels d'offres, par rapport qui sont prévues dans la plateforme? Puis même, tu sais, puis une des idées qui pourrait être mise en place, c'est que on a disons 1% pour la formation, mais pour la R&D, est-ce qu'on ne devrait pas imposer que les entreprises aient un pourcentage en R&D qui fasse partie, puis les organismes publics, en acquisition à l'étranger dans des startups? Oui. Bien, en fait, moi, je vais l'adresser d'une autre façon, justement en rappelant l'histoire de Moby Wave. Oui, exact. Et puis, je pense que oui, mais je pense que c'était, tu sais, dans la préparation, je pense que c'est une histoire aussi qui revient énormément parce que c'est rendu comme un symbole tellement important parce que, tu sais, je pense qu'on sait fonder des entreprises au Québec. On ne sait pas comment acheter de nos propres entreprises, mais on ne sait pas nécessairement comment les faire grandir au bon moment. Absolument. Les faire grandir au bon moment, c'est là, tu sais, l'étape où est-ce qu'on doit toujours se battre contre les Silicon Valley, on doit se battre aussi dans d'autres entités qui ont cette mécanique-là, simplifiée, de dérisquer cette étape-là qui est la vallée de la mort. Là. On le nomme parce que ça s'appelle vraiment la vallée de la mort. Puis,
le tour de financement d'une série C, ici, c'est très, très difficile. T'sais, on n'a pas assez de capitaux patients. Absolument. On n'a pas, les institutionnels comme la Caisse, comme même FTQ, Fonds d'action, prennent pas toujours de risques à ce niveau-là. Fait qu'un investisseur américain va arriver ou l'entrepreneur va faire comme MobiWave ou comme Dominique Gagnon avec Connect & Go, va trouver une voie de sortie avec un entrepreneur, une compagnie américaine en private equity, puis il va acheter la compagnie. Ça va être fini. Mais je pense encore une fois que quand le Parti québécois va mettre en place le volet pour détaxer les nouvelles exportations, pour stimuler l'ouverture de nouveaux marchés, déjà là, il y a comme un segment qui va être dérisqué. Je sais que c'est des petites étapes, mais c'est des étapes tellement importantes. Encore une fois, je pense qu'en le mettant dans les lignes de parti, c'est qu'on s'est mis dans la peau d'un entrepreneur. C'est quoi sa prochaine étape? Bien, la prochaine étape, c'est d'avoir ton premier contrat. Tu veux avoir un premier contrat, pourquoi? Bien, parce que tu veux par la suite avoir 2, 3, 4, 5 contrats. Puis quand tu as plusieurs contrats, bien, tu veux démontrer qu'à l'international, tu es exportable. Puis je pense que cette détaxation-là va faire une grande différence, même si c'est une petite mesure. Puis c'est ce que j'apprécie beaucoup du Parti québécois, c'est qu'il n'y a pas plein de mesures, il n'y a pas plein de programmes. C'est simple, on veut simplifier, on veut détaxer. Super. Est-ce que, parce que là, on tire vers une conclusion, on a parlé de votre perception justement de l'immigration, de votre façon finalement de pouvoir réduire la paperasse au début de parcours. On a parlé dans un bloc simultané justement de la volonté de faire la croissance à l'international avec le détaxage, mais également aussi à comprendre avec empathie comment intégrer mieux l'entrepreneur dans des décisions administratives d'acquisition d'entreprise. Est-ce qu'il y aurait des éléments que tu aimerais mentionner pour conclure sur la vision du Parti québécois, oui, pour l'entrepreneuriat, mais de façon peut-être un peu générale, sur l'économie de l'innovation au Québec? Oui, l'innovation, c'est aussi investir au bon moment et de maximiser le dollar. Quand on est dans un système où la bureaucratie, elle est dense, mais non seulement elle est dense, on doit la doubler. Il n'y a aucun entrepreneur. Tu sais, disons, tu ouvres ton entreprise. Est-ce que tu vas ouvrir 2 départements de finances? Est-ce que tu vas ouvrir 2 départements de ressources humaines? Non. Mais au Québec, on dirait que quand on ouvre une entreprise, on veut accepter le fait qu'on doit doubler. À cause du fédéral ou du provincial? Exactement. Absolument. Donc, je pense qu'il faut le mettre en perspective aussi entrepreneuriale, l'allègement que ça peut nous faire de devenir un Québec indépendant, un Québec souverain. Donc ça, je veux vraiment pas qu'on l'oublie parce que ça reste dans l'ADN du parti. L'autre volet, c'est qu'on ne retient pas les entrepreneurs par la nostalgie. On la retient vraiment avec des raisons concrètes. C'est notamment en créant un environnement d'affaires beaucoup moins complexe. On a parlé de complexité, je pense que ça a été le grand fil conducteur. Puis, il y a une culture de succès entrepreneurial au Québec qu'on devrait valoriser encore plus. On a une grande tendance à mettre en lumière à un certain moment juste au début. Ah, il y a une grande entreprise qu'on vient de découvrir, mais moi, j'aimerais ça voir une entreprise après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, et l'impact qu'elle a eu sur la société et dans le continuum économique de la société. Et ça, je pense qu'on devrait aller chercher notre fibre de fierté, de vivre au Québec et d'avoir des entreprises au Québec. Puis je pense que c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de conclure, parce qu'il y a une fierté d'avoir des entreprises d'ici aussi. Bien, j'aime ça terminer sur le volet d'indépendance, parce que c'est vrai qu'en 45 et quelques minutes, on n'a pas parlé d'indépendance, qui est quand même votre article numéro 1, votre élément saillant, puis la fierté. Je pense que c'est l'élément qui est fondateur, je pense, de votre parti. Merci énormément. Merci, Guillaume, c'est un Écoute, plaisir. j'ai beaucoup appris sur votre perspective, puis je pense que les entrepreneurs qui écouteront vont beaucoup apprendre également. Continuez. Si c'est votre première écoute, écoutez les autres parties également. Mais je pense que vous avez beaucoup à donner pour les entrepreneurs au Québec. Merci encore, Anne. Merci beaucoup, Guillaume. Ça fait plaisir. Merci. Bye.